Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup d'abonnements, encore hier, beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Je prends toujours plaisir à les lire, donc merci à tous ceux qui prennent la peine de mettre un petit commentaire, même si je peux dire un référencement, ça permet toujours de booster l'algorithme de YouTube, et je prends plaisir à les lire. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, pas mal de news, et notamment concernant les NFT, ça bouge depuis le début du week-end. On va parler de Kev Adams, bien évidemment, et je vous donnerai ma vision par rapport à ça. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur dans l'onglet documentation. C'est juste ici, documentation. Vous trouverez la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. On utilise des retracements et des extorsions de Fibonacci pour prendre des positions d'achat et des tech profits. Aussi bien sur les marchés traditionnels que sur les marchés crypto. C'est fait pour vous et c'est complètement gratuit. Je l'utilise personnellement depuis plusieurs années. On va parler Bitcoin dans cette vidéo. On est arrivé sur une première résistance, 27 000 $. C'est une résistance, support, qui fait maintenant office de support. Donc c'était la dernière poche de liquidité qui se trouvait juste ici par rapport à un déséquilibre de marché. On commence à le combler. On l'a un tout petit peu plus haut ici sur les 30 000 $, qui est également comblé. Et vous avez le dernier pic ici sur les 32 397 $, qui celui-ci n'a pas encore été touché. Et on y viendra tôt ou tard, soyez complètement convaincus par rapport à ça. Maintenant, à ce qu'on voit, est-ce que c'est haussier, est-ce que c'est baissier? Dans ma représentation, c'est toujours haussier. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours des hauts toujours plus hauts que les précédents et des creux toujours plus hauts que les précédents. Pour ceci, rien ne change. Je vous avais dit également que j'utilise une boussole. Vous pouvez appeler ça une boussole magique, vous appelez ça comme vous voulez. C'est pour moi les options. J'ai fait un petit travail hier dans le Discord, je vous l'ai fait à 14h51, juste pour vous remettre dans le contexte et vous inviter à prendre peut-être quelques jours de repos et vous déconnecter des écrans. Et pour certains, c'est les vacances, notamment dans la zone sud. Donc peut-être en profiter pour se retrouver en famille. Toujours ma boussole optionnelle et ce même étonnement de voir le Bitcoin au-dessus des 32 000 $ avant la fin du mois. Donc évidemment que nous ne sommes pas, alors évidemment, aucune certitude, bien évidemment, mais j'avais un petit doute par rapport à ces 32 000 $. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? J'en doutais très fortement. Vous avez des strike price sur les 32 000 $ et vous avez tout simplement un max paying price sur les 27 000 $. Strike price 32 000, j'avais un gros doute, honnêtement, qu'on y vienne faire un petit tour et qu'on s'installe au-dessus avant la fin du mois. Max paying price 27 000 $, ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Maintenant, ce que pour regarder, ce qui est très pertinent également à observer, c'est que si vous vous basez sur le 29 septembre, vous avez un strike price à 60 000 $. Il faut comprendre qu'il y a des grosses baleines, c'est pas des petits bitcoins, là on parle de plus de 3500 bitcoins qui sont actuellement positionnés pour les expirations des options du 29 septembre sur les 60 000 $. Si on va un petit peu moins dans le passé, si on retourne un petit peu moins dans le futur, si on retourne un petit peu dans le passé, vous avez un strike price à 40 000 $, max paying price 23 000 $. Si on repart un peu moins également dans le futur, on repasse dans le passé ici pour la fin mai, on aura un strike price sur les 32 000 $. Partez du principe que ces options sont très importantes. Donc 8 784 bitcoins actuellement leveragés sur les contrats options, notamment sur Deribit, c'est beaucoup d'argent. Dès lors, il faut comprendre quelque chose de très important. Si on vient à consolider, si on vient à travailler entre les 27 000 et 32 000 $, ou on peut dire autre chose, si on commence à travailler entre les 25 000 $ et les 30 000 $, partez du principe qu'il y aura potentiellement des attaques haussières franches initiées par de la smart money pour aller exécuter ces options-là. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Dès lors, le scénario qui avait été plusieurs fois retransmis, ceci, qu'on avait déjà vu dans le passé, d'ailleurs, je vais faire un copier-coller, ce sera encore plus beau. Regardez, hop, un truc un peu comme ça, n'est pas complètement à exclure. Vous comprenez un peu l'idée? Voilà, quelque chose un petit peu comme ça n'est clairement pas à exclure. On peut le faire même dès maintenant d'ailleurs, voilà. Un truc comme ça, target MS, le hasard total. D'ailleurs, on revient chercher une zone de rechargement d'achat court terme et puis après, on peut éventuellement aller grind ce prix pour début juin jusqu'à fin juillet. Pourquoi pas, c'est ici où les rallyes en fait prennent tout son sens et on a généralement des explosions de volatilité pendant le mois de juillet et puis les mouvements sont toujours annulés au mois de septembre. C'est un petit peu ce qu'on reconnaît et ce qu'on perçoit sur les marchés financiers. Généralement, tous les excès de l'été sont allunés à la rentrée septembre, dans les 3 semaines de la rentrée septembre. On aura le temps pour refaire cet exercice, on l'avait fait l'année dernière, on le refera bien évidemment pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent au quotidien sur le Discord et sur la chaîne YouTube des rois du marché et des rois du Bitcoin.
bah, partez du principe qu'on peut complètement être dans ce cas de figure-là, et il faut tout simplement essayer de les scénariser. Et quand on parle de scénariser et potentiellement le jouer, je vous retourne par rapport à ce petit play ici. Je vous avais collé un petit long à mettre potentiellement ici. Bon, bah, il est toujours pas prenable ce long. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de confirmation, pas d'acceptation, et on peut malheureusement pas prétendre à une accélération. On découpe notre mouvement, en réalité, on découpe notre raisonnement. Si vous n'avez pas toutes les briques qui s'alignent, si vous n'avez pas tous les indicateurs qui s'alignent, bah, il faut tout simplement pas le prendre, hein. Sinon ce n'est qu'émotion. Et actuellement, bah, vous pouvez le griser celui-ci, on peut le mettre vraiment en très grisé, bah, pour l'instant il n'est pas prenable, tout simplement. C'est la même chose sur Ethereum. D'ailleurs, on peut partir du principe, ah, t'as perdu ton trade. Non, je ne l'ai pas joué ce trade, on peut le prendre, on aurait pu le prendre, mais vous n'avez pas de confirmation. Je vous ai dit que pour confirmer cette divergence haussière cachée, il faudrait qu'on vienne clôturer au-dessus des 1960 $. Est-ce qu'on y a été? Non. Confirmation, acceptation, potentiellement accélération, donc ce trade ne sera tout simplement pas pris. Le seul risque que vous prenez, qu'est-ce que c'est? C'est potentiellement de le prendre moins cher, tout simplement. Et puis augmenter éventuellement votre risque-récompense. Donc ce trade n'est toujours pas pris non plus, on peut le laisser là en attendant, et puis on verra si oui ou non il vient se confirmer. On est toujours sur le coude de cette divergence haussière cachée également sur Ethereum, vous le voyez comme moi. Ici on prend les clôtures de bougies, non pas les mèches, puisque le RSI ne prend pas les mèches. Bien que chez les rangs on n'oublie personne, mais partez du principe qu'elle est toujours potentielle. Vous pouvez confirmer si vous voulez cette divergence haussière cachée potentielle. Si on venait à clôturer au-dessus de la bougie précédente, on peut même prendre les mèches ici sur les 1900 $, et les plus prudents éventuellement attendront les 1960 $. Mais on peut déjà le confirmer si on revient à travailler et à confirmer même sur des petites time frames, et notamment une bougie en daily au-dessus des 1900 $. Je pense que beaucoup le prendront, et c'est pas une mauvaise chose. Personnellement, je le prends pas, je suis déjà engagé dans ce long, donc je vais pas rajouter à mon long en plus à la hausse. Beaucoup le font, hein, mais c'est pas mon approche favorite, donc je ne le fais tout simplement pas, et j'attendrai qu'on vienne filer mes positions beaucoup plus bas. Tout le monde va dire, mais arrête Hermès, tu ne reverras pas du Bitcoin à 20 000 $, tu ne reverras pas du Ethereum à moins de 1200 $. Oui, j'en sais rien, j'attendrai que le cours vienne à moi, et tant qu'il ne vient pas à moi, je n'agis tout simplement pas, je suis très spectateur de ce marché. Je suis positionné 20 000 $ sur un long actuellement sur Bitcoin. Bon, si ça vient pas filer mes autres ici 19 300 ou potentiellement 18 000 $, je sais pas s'il y a une mauvaise news qui va arriver, les USA bannissent le Bitcoin, je pense qu'on peut faire un petit tour à 18 000 $ sans grand problème. Hein. Même, il faudrait peut-être moins pire que ça, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, on fait ni plus ni moins que de la chasse à la liquidité. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je peux vous l'attester? C'est très simple. Vous allez sur Coinbase, j'aime bien Coinbase parce que c'est beaucoup de retail et beaucoup de personnes qui sont actuellement sur Coinbase, il y a aussi de la smart money, et on remarque quelque chose en daily qui est relativement franc. Alors déjà, on avait remis toutes ces résistances, et qui font maintenant office de support, et je vous avais dit, bonne chance pour casser celui-là, bonne chance pour casser celui-là, bonne chance pour casser celui-là, bonne chance pour casser celui-là. Franchement, Silvergate, il faut comprendre que Silvergate et Silicon Valley Bank a réussi à nous en péter deux. Je parle d'un effondrement ou un risque systémique planétaire par rapport à un top 10 de banques mondiales, enfin US, par rapport à Silicon Valley Bank. On a réussi, et qui est très proche de Bitcoin et des technologies blockchain, qui les finance abondamment, j'ai envie de vous dire. Ça a réussi à casser deux supports. Soyons sérieux, Bitcoin est extrêmement résilient, Bitcoin est extrêmement fort. Alors on peut parler de biais, c'est plutôt un biais de confirmation, c'est un biais de constatation. C'est super important de le comprendre dans ce sens-là. Donc on retrouve des supports qui se trouvent actuellement sur les 27 000 $, plus les 25 000 $, plus les 21 500, plus les 20 000, plus les 17 500. Bonne chance pour casser ça. Hermès, il reprendra des longues là-dedans. Évidemment, dans une zone de rechargement, d'achat court terme, moyen terme, dans la capitulation, dans la peur, quand tout le monde verra les 12 000 $. Et si on va aux 12 000 $, formidable, ce sera donc considéré pour nous comme une opportunité. Mais depuis lors, je suis que spectateur de ce marché, je prends pas beaucoup de positions, mais ça me va très bien. Je suis devant les écrans régulièrement, mais on peut prendre du recul, on peut aller faire du sport et on peut profiter de nos familles sans aucun problème. Mettez des alertes, surtout pendant les congés, mettez des alertes. On a eu quelques résultats d'entreprise, notamment Crédit Suisse, par rapport au rachat d'UBS qui commence à éponger ou qui commence à limiter le robinet des pertes de capitaux, enfin des transferts de capitaux vers d'autres banques systémiques. Donc plutôt intéressant de l'observer aussi. Est-ce que ça veut dire que je vais y mettre les pieds? Non, mais ça a bien rebondi par rapport aux résultats d'hier. On peut le regarder ensemble, juste ici. Donc c'est plutôt positif. Si vous voulez jouer ce play, je ne suis pas contre, bien évidemment. Attendez des structures. Si vous n'attendez pas ces structures, voire presque une acceptation au-dessus d'un dollar, ne serait pas complètement délirant. Personnellement, je ne le joue pas, puisque ce n'est pas haussier. Et Crédit Suisse n'a jamais été haussier depuis 2008. Il faut vraiment le comprendre comme ça. Donc, en tant qu'investisseur, rationnel,
d'accord? Bah, je ne joue pas à ça. Je ne vais pas voir en fait des actifs qu'on pense que c'est le moins cher et que c'est les soldes et que ça ne peut pas tomber parce qu'il y a les gouvernements derrière. Oui, ça ne veut pas dire qu'il y a les gouvernements derrière, que ça ne veut pas dire que c'est bien géré. Ça veut dire que c'est sauvé. Ça veut dire que c'est en état végétatif depuis 10 ans, ce truc. Donc je n'y vais pas puisque c'est baissier. La courbe est baissier, le graphique est baissier. Avant d'attendre des retournements, mais il faudra, je sais pas, peut-être 10 ans avant de commencer à avoir des soupçons de... Voilà ce qu'on peut attendre et je vous renvoie sur quoi là? Sur quoi je vous renvoie? À ce moment-là, je vous renvoie sur City. Voilà. City, c'est beaucoup plus... Mince, c'est pas ça que je voulais faire. City, Nasdaq. Il est où mon City? Je sais pas. C'est pas City comme ça que ça? Mais c'est écrit comme ça pourtant, City, non? Je ne sais plus. Oh. Bon, bref. City Group. Ah, si je mets City Group, ça marche? Pardon. City Group. J'ai un peu perdu le film, je vais essayer de rattraper par rapport à ce que je... Non, ça marche pas. Bon, je sais plus comment c'est City H. Ah, voilà, City Group, pardon, tout attaché. Soyons précis sur TradingView. Voilà, ça c'est plutôt pertinent. Vous avez eu un effondrement littéral hein, au niveau de l'action pendant tout le crack de 2008. Bon, ok, super. Et là, on commence à voir quelque chose de complètement différent de ce qu'on observe vis-à-vis de CS, de Crédit Suisse. Vous avez des hauts toujours plus hauts que les précédents, des bas toujours plus hauts que les précédents. Donc là, on essaye éventuellement de travailler sur une forme de consolidation, mais ceci est en train de potentiellement une phase de réaccumulation. Les plus patients n'hésiteront pas à racheter au-dessus des 85 $, bien évidemment. Je me suis positionné là-dedans. Pourquoi? Parce que Warren Buffett s'est positionné là-dedans. Généralement, il a le nez fin, mais il n'a pas le nez fin dans 6 mois. Il a le nez fin sur 6 ans, lui. Donc, voilà. Je me suis positionné sur Citigroup, et Citigroup a une vraie place et une vraie partie prenante dans les ruptures technologiques et les technologies blockchain. D'ailleurs, on avait fait cette vidéo-là il y a peut-être 6 mois en arrière, où Warren Buffett investit dans les technologies blockchain. Ça vous fait beaucoup sourire, mais techniquement, c'est à peu près ce que ça veut dire. Hein, aujourd'hui, Citigroup est dans les technologies blockchain et finance ces technologies, ces ruptures technologiques, que ce soit NFT, blockchain, crypto-monnaie, etc. Ce graphe n'est pas moche, mais c'est clairement pas ce qu'on a entrepris sur Citigroup. Je reviens par rapport à ce... Voilà, comme ça, vous avez ma vision. J'achète la force, j'achète la tendance, j'achète pas la mort et j'achète pas les soldes, personnellement. Alors, les soldes peuvent être considérés comme beaucoup moins chers dans la tendance. Par exemple, sur Bitcoin, on peut le dire franchement, bah là-dedans, dans une zone de rechargement d'achat, c'est les soldes. Pourquoi? Parce que la tendance est très forte et la tendance est très haussière depuis sa création. Je reviens, pour pas perdre le fil vis-à-vis de ce que je voulais vous dire. J'ai tendance à beaucoup parler, mais je pense que c'est capital, ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de volume hein, sur notre ami Bitcoin. Dès lors, il faut vraiment comprendre que c'est que de la chasse à la liquidité. Vous le voyez comme moi ici, on est sur Coinbase, les volumes sont décroissants. Depuis qu'on a fait cette rupture haussière, les volumes sont complètement décroissants. Dès lors, c'est coupe-gorge, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc oui, on essaie de retourner la tendance, oui, tout ce que vous voulez, mais j'attends toujours la même chose. J'attends ceci, vous voyez, ce pic de volume là, au niveau de vente par rapport à FTX, au niveau de novembre, et ben moi je l'attends toujours, personnellement. Comme ici, par exemple, on a eu quelque chose de plutôt intéressant. On a enclenché du long ici, donc partez du principe que je pense que ces niveaux de prix sur les 20 000 $ seront défendus par de la smart money. C'est une quasi-certitude, mais vous n'avez pas eu des volumes extrêmement francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de retail en réalité qui ont pris ce play. Et on le sait, hein, on est tous arrivés un petit peu trop tard. Il fallait rajouter, c'est difficile hein, de rajouter à nos perdants, etc. Mais on a eu un premier soupçon de relent ici, de relais d'achat spot hein, par rapport au volume, une croissance des volumes, hein, spot ou vente. Hein. Mais il faut vraiment comprendre ça. Mais c'est décroissant. Donc tant que c'est décroissant, bah, on oublie le bull run. Okay, si vous voulez du bull run, il faut plutôt des trucs un peu comme ça. Voilà, voilà ici, là. Vous voyez très bien, vous voyez les volumes qui montent, qui montent encore et encore et encore. Bah, ça, c'est plutôt bull run. Ici, c'est pas bull run. Ici, c'est... voilà, on pourrait même attendre ça. Voilà, pour une petite reprise haussière. Moi, j'attends clairement ce qui se passe ici, là, sur avril 2019, etc. On y est peut-être, hein, d'accord? Mais pour l'instant, on ne le voit pas. Dès lors, si on ne le voit pas, on ne peut malheureusement pas le jouer. Hein, on fait en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. On peut l'espérer, mais très difficile à jouer. Dès lors, c'est un risque, et tout n'est que risque de management. Je vous ai parlé de ma petite boussole, je vous ai parlé de tout ça. Quelque chose aussi de très important, ce sera le PCE Core. C'est l'indicateur privilégié de la Fed et notamment de Jérôme Powell. Ce sera donc vendredi 28. On sera extrêmement vigilant par rapport à ça. Si on fait un petit tour sur Trueflation, on voit au niveau de Trueflation que ça continue à se dégrader. C'est très positif en réalité par rapport à l'inflation aux États-Unis. Vous avez le food qui a des niveaux historiques. On repasse sous les 2% d'inflation. Vous avez au niveau, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, moi, c'est tout ce qui est immobilier. Donc Housing ici. Donc on retrouve en fait des niveaux historiquement bas. C'est plutôt très pertinent également, notamment dans le neuf et dans l'ancien. Très intéressant à observer également. Donc l'augmentation des tonnes n'y est pas pour quelque chose. Et vous avez aussi les yeux un petit peu sur tout ce qui est communication, service, etc. qui est plutôt en hausse ici. Ça continue à
pas s'aggraver, mais ça continue à augmenter. Oui, l'emploi est fort, les salaires sont forts, et la communication est chère, et tout ce qui est service, etc. est relativement cher. Donc on continue à s'apprécier, donc on peut le couper si on arrête le flux financier sur ces startups ou sur ces entreprises-là, bien évidemment que ça va probablement s'effondrer. Et malheureusement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la Fed est en train de tout mettre en place pour éventuellement plonger en forte récession les États-Unis. Donc il ne faut pas augmenter les taux. Donc c'est pour ça que je serai extrêmement vigilant vis-à-vis de l'augmentation des taux, juste ici. Je pense que ce sera très catalysé par le PCE Core. Si le PCE Core est bon, on peut passer de 5,25 à 4,75 et terminer, on arrête les hausses. S'ils arrêtent les hausses, ils ne les reverront probablement jamais. Voilà pour ça. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. On n'a pas fait d'order flow, ça a quasiment rien changé au niveau de l'order flow. On a un petit peu dégonflé au niveau des open interest. Donc prise de profit au niveau des shorts et liquidation au niveau des longues. C'est toujours la même chose. Les fundings sont relativement neutres ici, entre positif et négatif. Vous avez des spreads toujours dans le négatif. Donc l'offre est toujours prépondérante par rapport à la demande. On attend des volumes et on attend des spreads très positifs comme ce qu'on avait vu ici pour enclencher des ruptures et des accélérations haussières. On peut parler ici, si on remarque la même chose, ce serait potentiellement des 5 étendus. Si vous utilisez les Elliott Wave, c'est aussi intéressant à encadrer, mais pour l'instant on a strictement rien, on est en train de dégonfler. Attendez bien vos structures, c'est toujours important. On achète à plat, consolidation, structure, confirmation, acceptation, accélération, dans une structure, divergence, MACD, si vous voulez, RSI, etc. Mais on est très spectateur, je ne parle pas des toutes petites time frames. Si vous tradez en 5 minutes, tout ce que je vous dis, ça ne vous intéresse pas. Mais si vous tradez en 4 heures daily, voire weekly, ça peut éventuellement vous aider à ne pas rentrer trop tôt émotionnellement sur ce marché. Je finis avec 3 news. Première news, c'est celle-ci. Kev Adams, accusé d'avoir fait la promotion d'un projet douteux de NFT. Ça tourne en boucle sur tous les médias traditionnels. C'est assez préoccupant et c'est toujours psychologiquement difficile à accepter parce que je vous l'avais dit depuis quelques semaines maintenant, si on commence à atteindre les 30 000 $ sur Bitcoin, etc., peut-être qu'on commencerait à le entendre parler sur les médias traditionnels. Et en fait, non, on n'en a pas reparlé sur les médias traditionnels, voire très peu, hormis BFM Crypto et quelques trucs comme ça. Mais sur les médias vraiment type France 2 ou Le Figaro ou des choses comme ça, hormis quelques news qui ne sont pas bonnes, on avait d'ailleurs sur Le Figaro ou Capital, on avait repris cette news vis-à-vis du Salvador, pourquoi c'est un échec total au Salvador, etc. Des news qui sont plutôt mauvaises. Ça reste des news, évidemment, mais ça, c'est du pain béni pour notamment Mediapart, qui a été fortement relayé. Mediapart est un journal réellement d'utilité publique. Donc tous ces travaux qu'ils l'ont fait, généralement, c'est bien documenté. Donc si c'est sorti, c'est que c'est plutôt puissant. Et ça a un fort impact sur la population. Il faut le comprendre comme ça, puisque généralement, ce que propose Mediapart, c'est très politique, mais partez du principe que à chaque fois qu'ils ont fait des petits dossiers un peu cinglants sur les politiques, on les voit plus aujourd'hui dans le paysage français. Il faut vraiment le comprendre comme ça. Donc c'est un média qui a beaucoup d'influence et beaucoup de résonance et qui est beaucoup relayé. Ça n'a pas loupé, je vous montre juste par rapport à ce plush qui a été considéré donc comme une arnaque complète. Donc c'est très drôle quand on commence à regarder un petit peu, et c'est de ça que je vous dis. Quand vous faites une recherche fondamentale, on a ce devoir en tant qu'influenceur, en tant qu'analyste, de vous guider dans votre recherche fondamentale. Moi, j'en fais 3 principales. La première, c'est qui sont les fondateurs de ce projet. Et si vous regardez qui sont les fondateurs de ce projet, en 2 secondes, vous avez compris que le personnage avait éventuellement été condamné pour détournement de fonds, pour faux et usage de faux, ou je sais plus trop quoi. Et derrière, vous y allez pas. En fait, c'est assez simple. 2, qui sont les investisseurs de ce projet-là? Vous avez compris que c'était principalement des investisseurs particuliers. C'est pas bon l'histoire. Il n'y a pas du venture capital derrière, il n'y a pas du Éric Larchevêque derrière, il n'y a pas du qui veut être mon associé derrière. Vous avez compris un peu la démarche? Ça, c'est super important. Troisièmement, l'utilité. L'utilité est plutôt chouette. On peut regarder très rapidement par rapport à ce petit teaser. C'est sympa quand même. Il y a un film d'animation qui va sortir là, qui s'appelle Plush. Plush. Ça s'appelle Plush. Plush. Je suis hyper excitée parce que je vais participer à un projet trop bien qui s'appelle Plush. C'est ce bon vieux Games pour vous servir. Ouais, c'est ce bon vieux Games pour vous servir. Salut Games. Bon, grosso modo, ils ont ratissé large par rapport aux influenceurs. Il y a des influenceurs qui sont très connus et très reconnus dans le monde francophone.
Donc voilà, Nounours, crypto-monnaie, Dubaï, mauvais film, quelques 700 investisseurs ont perdu plus d'1 million d'euros dans le projet du film. Ils avaient, d'ailleurs, très rapidement, vous avez compris qu'ils ont pris des statistiques par rapport à des films de Universal, notamment de Moi, Moche et Méchant, notamment des Mignons par rapport aux statistiques. Il faut comprendre quelque chose, c'est que ces films-là, si on promet des x7, x10, fois tout ce que vous voulez, c'est pas complètement délirant. Mais ça ne suffit pas, le marché français. Ils l'ont vendu comme un film dit international, je dis pas du tout le contraire, mais vous levez, avec 1 million d'euros, vous faites rien. La moyenne des films français, qu'il faut comprendre que 93% des films réalisés en France ne sont pas rentables. Hein, il faut le comprendre. Hein. C'est le contribuable, en réalité, qui paye les films français, dans la grande majorité. Il y a très peu de films français qui sortent et qui sont rentables. La plupart ne sont pas rentables. Je crois qu'on parle de 93% des films en France qui sont faits par des grands acteurs, hein, sans les citer, parce que j'ai pas envie de les associer à ce truc-là, mais les plus grands acteurs français partaient du principe que leurs films ne rapportent pas d'argent, ils en perdent d'ailleurs. Donc, il faut comprendre que Moi, Moche et Méchant, Les Mignons, etc., qui a été propulsé par Universal notamment, donc ces beaux films d'animation, que ce soit Disney, que ce soit Pixar, etc., en grosso modo, c'est entre 80 millions et 120 millions de dollars de financement. 80 millions, 120 millions de dollars. Donc on est très loin des 80 millions, 120 millions de dollars. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise idée. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas y aller. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Je veux juste dire qu'il y a des red flags qui étaient relativement présents, qui étaient en fait déjà dans ce truc-là. Pourquoi c'est difficile d'en échapper? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on le constate, Hermès, t'es ralenti, mais c'est super facile de le dire quand Mediapart sort son papier. Ouais, on était en plein bull run. Il faut comprendre que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, ça. Donc quand ils ont vendu leur NFT en promettant Mondes et Merveilles, il y en a qui ont mis plusieurs milliers d'euros. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, pas plus de 1% du capital, quel que soit le projet qui vont vous hyper le plus du monde. Eh ben, ne mettez pas tout votre capital dedans, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de drames humains après par la suite qui surviennent. Hein. C'est toujours très difficile dans cette forme de dépression. On peut avoir de la colère, on peut avoir de la culpabilité. Il faut parler, on est là pour parler, le Discord est aussi là pour parler, bien évidemment, et je suis là aussi pour vous écouter si vous en ressentez le besoin. Je le dis jamais assez, et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, et notamment après FTX, qui sont venus me voir, et j'étais très heureux de vous écouter. Hein. Vous ne me dérangez pas, hein, je réponds généralement dans la journée, et puis j'ai eu beaucoup de sollicitations, soyez patients, attendez 48 heures, mais généralement je réponds à tous les messages que je reçois, et je pense qu'on est tous là pour ça. Je le dis, je le rappelle, on est tous dans le même bateau, à différents niveaux, et bien évidemment, à différents taux d'arnaque, etc. Mais ne vous sentez pas seul et isolé. Vous n'êtes pas isolé. On est tous dans le même panier, et on a la possibilité, avec ces ruptures technologiques, de changer le monde, et de redonner le pouvoir à des communautés. Et c'est ce qu'on est en train de créer avec la communauté des rois. Donc ne vous sentez pas isolé par rapport à ça, et venez nous en parler, et toujours avec bienveillance. Il n'y a pas de moquerie sur le Discord, il n'y a pas tout ça. Et s'il y en avait, partez du principe qu'on bannit des personnes pour moins que ça, pour être tout à fait honnête avec vous. Et je pense que c'est mieux. Hein, on ne prend pas le temps de faire de la politique dans le Discord. On est bienveillant, et si on ne partage pas ces valeurs-là, on bannit directement. Voilà, on en a banni plusieurs, parce qu'on était peut-être un petit peu agressif sur le Discord. Donc pas de moquerie et pas de tout ça, bien évidemment. Ça permet aussi de faire un rappel. Vous allez me dire, oui, tu as raison Hermès, c'est trop compliqué. Je me suis fait encore une fois avoir par un super projet NFT. Honnêtement, quand vous avez du Gin, quand vous avez du Kev Adams, quand vous avez du Camille Lelouch qui commence à vous shooter des petits trucs rémunérés, hein, bien évidemment, hein, sur Twitter, etc. C'est leur fonds de commerce, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Et c'est très crédible. Ok, et c'est pour ça que on n'est qu'au début de rien là. On va en avoir encore plein des scams. Et les gros scams, ils n'arrivent pas maintenant. Hein. Les gros scams, ils arriveront dans 3 ans. Hein. Soyez complètement convaincus par rapport à ça. Donc, commençons dès à présent à réfléchir et à prévenir nos pairs. On ne fera que les prévenir parce que s'ils veulent y aller, ils iront. Mais le plus rationnel qu'on puisse faire, c'est pas all-in. Jamais all-in. Hein, vraiment une toute petite part d'un projet si vraiment ce truc est juste génial, quoi. Et ça partait bien quand même sur le papier. Je trouvais ça plutôt sympa. Bon. Je vous reprendrai pas le tweet que j'ai retweeté moi par derrière vis-à-vis de Asher. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire par rapport à ça. C'est qu'on n'est qu'au début en réalité de ce phénomène de scam, notamment sur les ruptures technologiques qui sont compliquées à appréhender. Dans le même sens, vous avez la marketplace NFT Amazon pour le mois d'avril 2023 qui va pas tarder à arriver. Donc c'était pour avril, finalement c'est le 15 mai. Et il y a les monkeys là, les petits singes qui feront partie des 15 collections. Donc plutôt intéressant à observer. Je serai
très présent hein, sur ce truc-là. Moi, ça m'intéresse personnellement. Je commande. Vous allez peut-être me jeter la pierre, je vais peut-être avoir des mauvais commentaires, mais j'y m'arrive de commander sur Amazon. Voilà, je l'avoue, hein, si aujourd'hui ils sont aussi valorisés, c'est qu'on est nombreux à commander sur Amazon. Donc c'est génial, et j'espère que d'autres, comme Cdiscount, comme Boulanger, qui d'ailleurs s'est bien relevé sur les quelques dernières années par rapport à la vente en ligne, etc. Et je suis très heureux de l'observer. Je pense qu'on a des géants européens, et notamment Cdiscount, groupe Casino, qui peut aussi faire de très très belles choses, je sais pas, dans l'aspect de l'écologie, de l'économie et tout ce que vous voulez, et de l'employabilité, bien évidemment. Donc voilà, je serai très attentif par rapport à cette collection NFT. Moi, ça m'intéresse personnellement. Je finis juste avec ça, Phil, de Pro Indicator, Philrix, qui propose, très intéressant, un petit sondage. Vous savez, j'adore les sondages, donc il y a à peu près 500 ventes ici, et je vous invite éventuellement à y répondre. Ceux qui pensent que nous sommes à l'aube d'une ère parabolique de rupture technologique dans pratiquement tous les domaines. Ceux qui pensent que nous sommes au bout de quelques et que des choses beaucoup moins drôles nous attendent pendant de nombreuses années. Donc A, bah, on pense qu'on est vraiment dans des ruptures. B, on va tous mourir. Et AB. Et ce qui est très drôle, c'est cette polarisation. Hein, c'est vraiment... c'est très sympa ces sondages-là. AB. Bah, moi j'ai dit AB. Hein, en somme, on le scénarise. C'est-à-dire que... Et c'est très drôle, pourquoi je vous le dis? Parce que ce truc-là, on peut le mettre toutes les semaines, si vous voulez, pendant les 5 prochaines années, que Bitcoin soit machin, que Bitcoin soit 100 000 $, ou que Bitcoin soit 10 000 $, on sera toujours dans cette polarité. Toujours. Et c'est ça qui est très difficile psychologiquement sur les marchés financiers. Donc comme on en avait parlé lors du live de vendredi à 12h30, et ben, ça représente bien, en grosso modo, il y a une bonne moitié, quasiment une moitié, un 46%, mais ça aurait pu être 50%, qui est en fait toujours entre deux eaux. Hein, très polarisant, une forte polarité, et c'est très frustrant. On a à la fois des billets contrariens, à la fois des billets et on renforce des billets de confirmation. C'est très très difficile à appréhender. Bienvenue sur les marchés financiers. Un autre sondage qui était plutôt sympa, c'était celui-ci, me semble-t-il. Voilà, de Libre et Rige. Donc là, un gros sondage par rapport à ce qu'on avait évoqué hier vis-à-vis de l'euro numérique. Plutôt pour ou plutôt contre l'euro numérique pour comprendre le sujet. Petite vidéo de Libre et Rige, je vous inviterai d'ailleurs à aller la visionner. Totalement contre 80%. Plutôt contre, moi je suis plutôt contre, hein, on essaye d'être nuancé, hein, pas totalement contre, c'est pas tout à mettre à la poubelle, il y a des gens qui y travaillent derrière. Faut voir, je suis favorable et sans opinion. Bon, grosso modo, il y a 9 personnes sur 10 qui sont plutôt contre, voire totalement contre. Et c'est très clivant. Généralement, on a plus de nuances. Mais là, le totalement contre, c'est que 1, bah, ça a mal été communiqué, 2, on va pas se cacher, probablement très mal été paramétré et très mal été fait. Donc, il faut comprendre quelque chose de très important. Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Vous vous dites, leur euro numérique, ils peuvent le mettre à la poubelle, pour rester parfaitement poli. Et on va y croire. Ok, si personne n'en veut, eh ben personne n'en aura. Et personne va le prendre, son truc pourri d'euro numérique qui va nous rendre à l'esclavage. Ouais, et bah toujours aller regarder ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Parce que de l'autre côté du miroir, il se passe ceci. La Chine continue d'étendre le cas d'utilisation de sa monnaie numérique de banque centrale, MNBC. Celle-ci sera désormais utilisée pour verser les salaires de certains fonctionnaires de la ville de Chengdu. Zoom sur cette initiative. Maintenant, on retourne sur ceci. Vous êtes totalement contre. Savez-vous combien il y a de fonctionnaires en France? 5 600 000 fonctionnaires en France. Je vous prends le pari que si du jour au lendemain, sur un décret du 49.3 du président de la République de 2028, nous explique que tous les fonctionnaires français, et d'ailleurs quasiment tous les fonctionnaires européens, seront dorénavant payés à partir du mois de mai en monnaie numérique de banque centrale. Pensez-vous que ça ne va pas être utilisé? Je vous pose la question. C'est très facile d'asservir des peuples, c'est très facile d'imposer des choses à un peuple. Ouais, vous touchez à la rémunération. Les fonctionnaires n'ont pas de salaire, les fonctionnaires ont un traitement. Ils ont un traitement en unités de compte qui sont automatiquement transformés en euros. Si demain c'est transformé en euros numériques, quelle est la différence? Si demain on oblige toutes vos entreprises et tous vos patrons à vous payer en euros numériques de banque centrale, vous refusez? Qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez? Vous n'avez pas le choix. C'est ça la réalité. Donc, que ce soit bien, que ce soit pas bien, que ce soit paramétrable, que ce soit programmable, que ce soit une arnaque, que ce soit pas une arnaque, que ce soit pour nous asservir, s'ils veulent le faire, ils le font. Tout simplement. Donc, je pense que peut-être plus tôt, aujourd'hui, on a le temps de le faire. Demain, on aura moins le temps de le faire. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on a la possibilité d'aller militer, peut-être de créer des groupes, aller voir nos députés, aller voir tout ça, pour vraiment rentrer les yeux là-dedans.
Voilà. Parce que c'est à nous de le faire. C'est pas aux autres de le faire, il faut pas attendre des autres, c'est à nous de le faire. Donc ça me dérange pas de créer une forme d'association. Je sais qu'il y a des associations qui sont en train de se créer d'ailleurs un peu partout en France. L'idée c'est de les réunir. Et une CGT de la crypto-monnaie, ça me dérangerait pas si vous voulez. Je serais très heureux d'avoir ma carte de la CGT de la crypto-monnaie pour faire du lobbying, tout simplement, vis-à-vis de nos représentants politiques, qui doivent être dans notre sens, parce qu'ils sont là pour nous représenter. Je ne suis pas contre le faire. Par contre, je suis contre de mal le faire. Je veux que ce soit bien fait, dans le respect de nos libertés et des bonnes mœurs. Voilà, je voulais juste conclure là-dessus. J'espère que je vous ai aidé, parce que ne pensons pas que si on n'est pas d'accord, eh ben, ça ne sera pas fait. Parce que beaucoup n'étaient pas d'accord pour la réforme de retraite, bah ça a été fait. Et partez du principe que ce sera à peu près la même chose sur toutes les choses qui seront entreprises par nos gouvernements. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo avec pas mal de petites cryptos, pas mal de petites choses, parce que vous avez été très nombreux à me le demander, bah avec grand plaisir de les aborder. Ciao.